Alors je me présente, Samy Angramer. J'ai maintenant 30 ans d'activité en tant qu'artiste plasticien. Donc les arts plastiques, c'est vraiment sculpture, volume, installation. Ça peut dériver vers le sonore, mais ce n'est pas les arts vivants. Hein, c'est pas le théâtre, c'est pas la danse. Ça peut être la performance, hein, dont la danse contemporaine s'inspire beaucoup d'ailleurs actuellement. Et l'idée ce matin, avant de vous présenter le sujet pour cet après-midi, l'idée ce matin, c'est de vous présenter une petite histoire de l'art. Et c'est ma petite histoire de l'art, en fait. Et donc, c'est toutes mes influences. Ça va être très rapide. Donc, ça va être une espèce de zapping Internet. Donc, comme vous êtes tous, j'imagine, des grands pratiquants d'Internet, ça ne va pas trop vous perturber. Et donc, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui est la mienne, mais du point de vue plutôt de l'histoire de l'art, et puis on va dire de l'histoire des sciences humaines en règle générale. Alors, précision, les sciences humaines, c'est à la fois la philosophie, la psychanalyse, l'anthropologie, le féminisme aussi, qui est aussi une discipline. Donc voilà, les sciences humaines, ça regroupe, et c'est ce que les scientifiques en fait appellent les sciences molles, hein, les scientifiques qui s'occupent des sciences fondamentales, hein, comme la physique ou autres disciplines plus liées à la science dure, justement. Mais bon, voilà. Donc ça s'inspire aussi un peu, mon histoire s'inspire aussi des sciences humaines autant que de l'histoire de l'art. Alors on va commencer avec juste le premier qui m'a inspiré, c'est Gustave Courbet. Mais ce qui m'intéresse chez Gustave Courbet, donc je vais passer une autre image, ce ne sont pas spécifiquement ses œuvres, mais c'est une action que Gustave Courbet a menée durant l'exposition universelle de 1855. Donc il y avait au XIXe siècle des expositions universelles et d'ailleurs il y en a encore, il y en avait une la dernière je pense que c'était à Barcelone, où on réunit tous les pays et où on construit des pavillons représentant les pays au sein d'une espèce de grande foire comme ça. Pour la petite histoire, Gustave Courbet est invité au pavillon de l'industrie pour exposer ses œuvres. Donc il y a un choix d'œuvres de Gustave Courbet, mais Gustave Courbet n'est pas content, parce que lui aurait aimé avoir d'autres œuvres. Donc il va en quelque sorte se révolter, prendre le contre-pied et construire avec son ami architecte Bruyas, dont j'ai oublié le prénom, il va construire un petit pavillon qui est ici. Alors c'est le seul document qu'on a. Là on peut voir, vous voyez, le nom de Gustave Courbet sur cette espèce de petite porte. Il va construire un pavillon pour exposer les œuvres qu'il a lui-même choisies. Et cette construction va être accompagnée, en fait, d'un manifeste qui va s'intituler le manifeste du réalisme. Alors le manifeste du réalisme, c'est pour appuyer le fait que son pavillon s'appelle aussi le pavillon du réalisme. Et ce manifeste, qui a été rédigé par son ami Jules Champfleury, est là pour accompagner ses œuvres. Et accompagner, évidemment, l'idée d'un mouvement artistique. Alors ici, 3 choses qui m'intéressent. Le fait que l'artiste, tout à coup, se prenne en charge. Aille voir un architecte qui lui construise un espace et aille voir un ami critique ou poète qui lui rédige un manifeste et un texte. 3 choses importantes. L'espace, l'appropriation de l'espace par l'artiste, l'appropriation d'un discours sur ses œuvres et voire sur un mouvement, donc sur un manifeste, et évidemment les œuvres de l'artiste qu'il installe dans son espace qu'il s'est fait faire ou construit. Donc ces 3 choses sont pour moi importantes et c'est la base de mon travail. Et vous verrez pourquoi par la suite. Alors, il y avait une tradition chez les artistes de la Renaissance
C'est-à-dire que effectivement, les artistes de la Renaissance pouvaient être architectes, sculpteurs, peintres, évidemment. Alors dessinateur, c'était plutôt, c'était pas très. Aujourd'hui, on reconnaît les artistes dessinateurs comme uniquement dessinateurs. Avant, le dessin, c'était des croquis préparatoires. Hein. On reconnaissait pas les dessins comme des œuvres d'art, en fait. Et d'ailleurs, à un moment donné, je vais vous expliquer que l'artiste, en fait, avant la Renaissance, n'était qu'un artisan. Hein. Il est devenu artiste seulement à la Renaissance. Et puis, on va passer à un autre Gustave, qui pour moi est un Gustave inaugural, comme Gustave Courbet. Et là, c'est Gustave Moreau. Et Gustave Moreau a un peu la même position. Alors là, on voit ici le musée Gustave Moreau, qui maintenant est appelé le musée Gustave Moreau, mais avant, c'était son habitation. C'était un hôtel particulier où il habitait. Et en fait, dans cet hôtel particulier de 4 étages, il a installé toutes ses œuvres. Donc, là encore, on a l'idée de l'appropriation d'un espace par Gustave Moreau qui va investir toute sa maison, finalement. Alors là, il n'y a pas vraiment de discours rédigé, mais c'est une espèce de rétrospective déjà anticipée et une rétrospective, on va dire, qui serait à vitam aeternam. Alors, ce qui, moi, m'intéresse chez Gustave Moreau, il y a une autre particularité. Vous voyez, ces meubles ici, en fait, sont des meubles qui ont été construits spécifiquement pour accueillir ces œuvres. Donc, pour accueillir ces aquarelles, ces croquis, ces dessins. Et là, vous voyez qu'il a même fait construire derrière inclure des panneaux mobiles dans les murs pour pouvoir, parce que évidemment la production étant énorme, pour pouvoir accueillir toute la production de ces esquisses, hein, de ces dessins. Et ça, c'est très intéressant, on va dire pour moi en tant qu'artiste plasticien qui travaille un peu dans l'installation, ce qu'on appelle l'installation aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une modalité de présentation des œuvres. Et c'est une construction à part entière. En fait, ce sont des objets totalement originaux. Et alors pour nous, notre œil, on se dit, ce sont des vieilleries, mais en fait, ce sont des objets assez originaux. Pardon. Et il y a quelque chose, là, il y a quelque chose du design aussi, hein, pour la modalité, enfin concernant un usage concernant la présentation d'œuvres, on va dire, d'une autre manière que accrocher des tableaux ou des dessins au mur. Donc Gustave Moreau, qui serait le deuxième. Alors, là, je vous montre une petite page sur Pearl Trees. C'est une page qui est en fait destinée aux professeurs de l'ENSA Dijon, donc de l'École nationale supérieure d'art, dont je fais partie. Moi, je suis professeur à Dijon de volume installation. Ça tombe bien, je vous en parle. Et j'ai essayé de répertorier, enfin d'écrire d'ailleurs, la jeunesse de ma pratique. Donc, ce dont je suis en train de vous parler. Voilà, je vous montre ce site pour aussi vous emmener, parce que la première partie, justement, pour moi, c'est le geste inaugural d'une façon de faire des artistes qui va être différente du sculpteur. C'est-à-dire que quand je vous dis que je suis professeur de volume installation, c'est pas la même chose que professeur de sculpture. On dira que l'artiste qui fait des installations, il est entre le scénographe et le sculpteur. Il fait une jonction entre la scénographie et, on va dire, la sculpture. C'est-à-dire que la sculpture, on va tourner autour d'un objet. La scénographie va prendre en considération tout l'espace. Et l'artiste, j'allais dire professeur, mais artiste, de volume installation ou d'installation, lui, va prendre les deux choses en considération. D'où mon discours précédent, espace, œuvre, et évidemment contexte. Donc le discours, qui est aussi très important pour moi, et donc le discours aussi qui est présent sur cette page. Donc il y a cette première étape, et la deuxième étape, c'est d'aller justement vers les mouvements qui se sont créés
des mouvements, on va dire, autonomes d'artistes qui prennent en considération effectivement contexte, espace, œuvre. Alors, là, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, sur lequel je m'appuie depuis quelques années, et qui s'intitule L'art de l'exposition. Et qui pourrait éventuellement vous être utile si cet aspect de ce travail, du moins, vous intéresse. Et puis là, on peut voir ici, justement, une des premières expositions suprématistes. Vous pouvez remarquer ici, alors ça, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez par cœur, hein, le carré de Malevich qui est posé dans l'angle d'un mur. Et ça, ce geste déjà, c'est un geste de déplacement des œuvres. C'est-à-dire de mettre une œuvre dans un angle et non pas frontalement sur le mur. Ce sont des détails, mais ce sont des détails importants. Exposition suprématiste, donc, en couverture du livre. Et là aussi, les suprématistes, donc, se prennent en charge, vont chercher un espace, installent leurs œuvres, et évidemment, il y a le discours du mouvement suprématiste derrière qui suit, hein. Alors, pour information, c'est un autre... voilà, l'art, en fait, une histoire d'exposition. Alors ça, c'est intéressant. Rien que sur le titre, on peut gloser un peu. C'est-à-dire que l'art, ce ne sont pas les œuvres. Hein, ce ne sont pas les actes de création, ce ne sont pas les œuvres d'art. L'art, c'est autre chose. L'art, ça concernerait plutôt un système, peut-être, ou une méthode, mais un système qui prendrait en compte, effectivement, qui prendrait en compte, tout du moins, l'exposition. Pas d'art sans exposition. Alors, c'est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, finalement, l'art, non, ce sont que les œuvres qu'on voit sur Internet, ou qu'on... non, en fait, l'art, c'est d'abord, peut-être, au vu du titre. Et que veut dire l'exposition ? L'exposition, quand vous allez dans une exposition, vous avez effectivement des socles, vous avez un espace, vous avez une lumière zénitale en règle générale, vous avez des murs, et vous avez aussi un contexte, c'est-à-dire on va l'appeler ce lieu une galerie, un musée. Et dans ce contexte, vous allez avoir des fiches pour pouvoir vous renseigner sur qui expose. Sur ces fiches, il va y avoir en règle générale un petit texte d'explication sur ce que fait l'artiste, etc., etc. Donc discours, statut de l'espace et œuvre au mur. Et là, vous avez toutes les conditions pour qu'on dise c'est de l'art. Vous voyez ? C'est pas juste les œuvres. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors j'ai remis la même page. Et là, c'est quoi ? Voilà. Là, on en arrive à un autre livre qui m'a un peu influencé, enfin qui est un livre génial, hein, je vous le conseille, c'est Comment l'art devint l'art dans l'Italie de la Renaissance. Et l'art, quand je vous dis, voilà, l'art c'est un statut, musée, espace, contexte discursif, dans ce livre, Édouard Pommier nous explique qu'en fait, les Médicis, à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire, ça commence d'ailleurs avec le père, hein, au XVe siècle. Les Médicis, qui sont une famille très puissante, très riche, ayant beaucoup de pouvoir, vont en fait développer une forme de pouvoir par l'art. C'est-à-dire que, à Florence, notamment, ils vont inviter énormément d'artistes à faire des sculptures, des monuments, des architectures, des peintures, etc. Et si vous allez à Florence, vous allez voir, il y en a mais absolument partout. Et ça, en fait, c'est un moyen pour la famille Médicis de montrer son pouvoir. Alors, vous voyez, la relation intéressante ici, c'est, tiens, les artistes vont servir le pouvoir en tant que, avec leurs œuvres évidemment, hein, mais en tant que personne susceptible de représenter la puissance, la force, notamment là, d'une grande famille qui s'appelle les Médicis. Et à partir de là, il y a un truc qui s'enclenche assez intéressant, c'est que les artistes qui avant étaient considérés plutôt comme des artisans, les artistes plasticiens, hein, je précise, c'est-à-dire que effectivement, ce qu'on appelait les arts libéraux, hein,
les arts libéraux dans lesquels il y avait la musique, la poésie, les mathématiques. C'était des arts, hein, les mathématiques aussi. Mais il n'y avait pas les arts plastiques. Hein. C'est-à-dire que les personnes comme Giotto, juste un petit peu avant, alors Giotto évidemment était reconnu pour son talent, mais avant, ceux qui faisaient des fresques dans les églises étaient plutôt considérés comme des artisans, hein, pas comme des artistes. Et là, à partir de la Renaissance, évidemment, les artistes prennent au cœur de l'Italie, on va dire, une espèce de puissance aussi, hein, en termes de rapport à leur propre image et aux œuvres qu'ils déploient et à l'argent qu'ils reçoivent aussi, se prennent ou se disent nous aussi, nous avons le même niveau que les poètes, le même niveau que les musiciens, etc. Donc nous voulons ce statut. Hein, nous voulons ce statut et ne plus être considérés comme des artisans. Donc ce livre est vraiment passionnant pour expliquer justement ce passage entre artisans, artistes. Ici, ça a un rapport avec ce livre. Le livre, en fait, commence, l'art de l'exposition, non pas avec Courbet ni Moreau, mais il commence avec la sécession viennoise. Et là encore, la sécession viennoise, qui est un mouvement des artistes viennois fin du 19e siècle, à cheval entre le 20e, eh bien ces artistes vont construire, eux aussi, mais là, non pas comme Courbet, un monument éphémère ou un espace éphémère, hein, parce que tout a été détruit après l'exposition universelle ou pour le deuxième bâtiment que je vous ai montré. Là, ils vont vraiment construire un musée. Ils vont faire appel à des potes architectes. Et le musée, comme on peut voir d'ailleurs, c'est presque une espèce de white cube, de cube blanc, hein, déjà. Et c'est le musée de la sécession, le palais de la sécession viennoise. Et la sécession, c'est évidemment un mouvement d'artistes qui veut faire rupture avec les mouvements précédents. Et on retrouve par exemple un artiste comme Klimt, hein, ça vous dit quelque chose, Klimt, qui va participer à ce mouvement. Et donc, un musée est construit, et ce sont les artistes hein, qui le décident avec les architectes, pour accueillir des œuvres, avec un manifeste, celui de la sécession viennoise. Ok ? Donc, enfin, je répète, hein, pour un peu que vous dire qu'il y a une logique, hein, que c'est pas... voilà. Hop. On passe à une autre étape. On avance dans le temps, toujours dans l'idée de vous présenter un autre artiste, mais il y en a eu d'autres, hein, évidemment. Il y a eu d'autres mouvements, alors qu'on verra juste après. Et là, c'est une pièce que j'aime particulièrement, de Kurt Schwitters, donc, que vous connaissez aussi, et qui s'appelle le Meersbau. Alors, il y a la pièce, il y a une reproduction à Hanovre, en Allemagne, si vous avez l'occasion, au musée d'Hanovre, d'aller voir. Et le Meersbau, c'est là encore une espèce d'art total, comme ça, où l'espace est pris en considération, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est vraiment une... Alors là, on a ici, en noir et blanc, on a les images originales de la construction du Meersbau. Et là, on a une reconstitution hein, de l'objet. Donc c'est une espèce d'espace volume. Alors quand on parle de volume, vous avez des volumes ici. L'espace lui-même est un volume. Il y a des images, hein, parce que vous voyez, c'est presque des plans colorés comme ça. Il y a de la sculpture. Il y a des lampes, des bouts de ready-made aussi. Là, vous voyez, il y a des petits machins. Donc c'est tout aménagé. Et c'est aménagé, à la sauce, on va dire, Kurt Schwitters. Et il y a aussi Meersbau, il y a aussi le concept Mers. Et Kurt Schwitters a développé un concept aussi, un discours, autour de cette pièce. Et ce discours, en fait, il est, enchaîné à cette question toujours de l'espace et à la question d'une production d'œuvres au sein de cet espace. Hein. Et donc là, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler l'installation au sens le plus radical et le plus pur, le plus inaugural, en fait, hein, quelque part. Alors ensuite, je voulais vous montrer, je ne sais pas pourquoi, les isthmes.
Voilà, il y a aussi l'histoire qui se fait sur les ismes et sur la question des mouvements. Hein. Et donc tous ces mouvements que vous avez parcourus avec vos professeurs, on est sur du isme. Futurisme, dadaïsme. Alors il y a le Bauhaus. Vous avez parlé un peu du Bauhaus avec vos... Non, un petit peu l'année dernière. Bon, le Bauhaus, c'est un mouvement, c'est surtout une école. Hein, mais c'est une école qui va quand même créer un mouvement. Hein. Alors, si j'insiste sur la question du mouvement artistique, vous verrez plus tard pourquoi. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une espèce de fin, de disparition des mouvements artistiques dans les années 90-2000. Donc, on a le surréalisme. Alors là, j'ai plutôt pris, parce que le surréalisme, c'est vraiment international, j'ai plutôt pris le surréalisme belge, qui m'intéresse plus parce que j'ai plus d'affinité, on va dire, avec les artistes belges comme Brotars, par exemple. Là, c'est Marcel Brotars, comme avec Magritte, et comme avec un tas d'autres, hein, les plus contemporains aussi, comme Jacques Lizen, etc., etc. Alors, chez les Belges, ce que j'aime bien, c'est l'absurdité, la dérision, l'autodérision, évidemment. Ah oui, vous pouvez voir ce genre de choses aussi, qui est assez drôle. Et une autre petite image. Alors, surréalisme, qui dit surréalisme, dit André Breton. André Breton qui est écrivain, capable de faire des critiques, qui a engendré le manifeste du surréalisme, là encore, le manifeste, avait une position quand même assez autoritaire. Et donc, il excommuniait assez facilement les membres qu'il accueillait dans son groupe, le surréalisme, évidemment. Donc c'était un peu le chef de troupe, et d'ailleurs il a été chef de file jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Le représentant du surréalisme, c'est André Breton, clairement. Mais ce qui m'intéresse, enfin quand je vous dis ça, avec cette position autoritaire, finalement il exclut, il détruit, enfin il exclut des personnes, eh bien ça va créer autre chose. Et ça va créer peut-être des actions en marge du surréalisme. Alors moi, ce qui m'a intéressé, ça a été les actions en marge, et notamment, ça a créé une autre revue avec Georges Bataille, Michel Leiris, qui ont été dissidents du surréalisme, et c'est la revue Document, alors qui est évidemment beaucoup moins connue que le manifeste du surréalisme, mais qui est pour moi très intéressante, parce que cette revue va justement s'intéresser un peu plus aux sciences humaines, et notamment à l'anthropologie, à l'ethnologie, à l'archéologie. Et il va y avoir une ouverture sur d'autres disciplines. Et ça, ces disciplines, en fait, sont très inspirantes, en règle générale, hein, pour les artistes. C'est-à-dire que les artistes ne se nourrissent pas de rien. Hein, il n'y a pas de création, comme on dit, ex nihilo, bien que nous soyons au-delà des dieux, puisque c'est nous qui représentons finalement les dieux. C'est une boutade. Hein. On représente, mais il n'y a pas de création ex nihilo. C'est-à-dire que on s'inspire quand même des choses qui sont effectives sur Terre, qui sont liées à une histoire, comme par exemple, documents dirigés par notamment Georges Bataille. Alors il y a eu d'autres dissidents, comme René Daumal. C'est la même époque, hein, on est dans les années 20, 30, 40, 1920, et qui va lui aussi faire sa revue de son côté, hein, qui a été excommunié par Breton. Et cette revue s'intitule Le Grand Jeu. Et là, c'est pareil, c'est une autre voie, alors plus poétique, plus littéraire, un peu plus délirante. Alors, René Daumal a écrit un roman très célèbre que je vous conseille, ça s'intitule, hein, tout est dans le titre, hein, ça s'intitule La Grande Beuverie. Donc vous pourrez lire ça, éventuellement, de René Daumal. Donc là, voilà, tout ça, ce sont mes inspirations, dans une certaine mesure, hein, qui ne sont pas que formelles, finalement. Alors là, je vais revenir dans les années 1880, parce que c'est une autre source d'inspiration. Comme je vous disais, j'ai une petite préférence pour le surréalisme belge, qui est plus potache, en fait, hein, plus dans l'autodérision.
Et là, je reviens sur un groupe qui a existé, voilà, dans les années 1880, qui, pareil, n'est pas très très connu, hein, mais qui a été très important. C'est le groupe des incohérents. Hein, et là, vous voyez, vous avez une affiche, hein, exposition Les arts incohérents. Alors, le fondateur, c'est Jules Lévy. Et ce qui était assez original, c'est que c'était aussi et surtout des journalistes, hein, qui faisaient ce genre d'exposition. Donc, il y avait quelque chose de très transversal sur des journalistes qui se lâchent comme ça, et notamment, ou ce qu'on appelle des littérateurs, hein, des écrivains. Et il y avait notamment, dans ce groupe, il y avait Alphonse Allais. Alphonse Allais est le premier, sous le mode de la blague, à avoir fait des monochromes. En 1880-85. Et évidemment, sous le mode de la blague, on voit un tableau rouge, et sous ce tableau rouge est marqué récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques, au bord de la mer Rouge. Vous voyez, bon, c'est sous le mode de la blague, il invente le monochrome. Alors évidemment, il y a des discussions, hein, sur le fait que Alphonse Allais serait, comme c'est pas sérieux, alors moi c'est ce que j'aime, hein, entre le sérieux, le comique, comme c'est pas sérieux, c'est pas lui qui a inventé le monochrome. Non, ça s'est fait un peu après. Vous voyez ce que non, ce sont des espèces de débats d'historiens d'art, on va dire. Hein. Mais bon, c'est un positionnement, parce que c'est quand même lui qui l'a fait manifestement le premier. Hein. Des incohérents, je vais passer aux années 1970-1980, et je vais passer à Présence Panchounette qui, alors c'est juste pour l'anecdote, ont repris des pièces des incohérents et les ont quelque part réhabilités, remis en scène, etc. Alors là, il n'y en a pas ici, hein, là c'est des pièces de Présence Panchounette, mais ils en ont fait quelques-unes, en hommage justement à ce groupe, les incohérents, qui a influencé très certainement le dadaïsme. Hein, vous voyez, c'est-à-dire il y a eu une et les incohérents qui pouvaient faire comme Marcel Duchamp. Hein, je vous présente le LHOQ, la Joconde, hein, revisité par Marcel Duchamp. Et on est sur le même, voilà, sur le même entre Alphonse Allais, hein, d'un côté, qui fait un titre pour créer le monochrome. Bon, bah voilà, il y a la blague de Marcel Duchamp qui crée un jeu entre l'image de la Joconde et puis le titre, hein, LHOQ. Alors, il y a évidemment dans toute cette mouvance Alfred Jarry, hein, qui est le théâtre de l'absurde, grand littérateur. Donc ça aussi, c'est une inspiration. Et évidemment Raymond Queneau. Alors tout ça, ce que je veux dire, c'est que ce sont des fils, hein, qui se suivent. Alors Raymond Queneau, il commence à écrire d'ailleurs en 1925, et il y a un de ses articles dans la revue Document, Georges Bataille, etc. Et donc ce sont des gens qui se rencontrent et qui après vont faire autre chose. Il y a des contacts, il y a des liens, hein, et qui vont créer différents mouvements. Et notamment chez Queneau, à un moment donné, dans les années 60, avec le Lyonnais d'ailleurs, un de ses collègues, va créer ce qu'on appelle l'Oulipo, hein, un peu dans la même veine dadaïste, mais du côté de la littérature. Alors après, aujourd'hui, maintenant, il y a l'Oupimpo, l'ouvroir de peinture potentielle. Et voilà, l'Oulipo est basé sur la contrainte. On se donne une contrainte pour créer de la littérature. Et un exemple, il y a l'exemple, le grand exemple, c'est Georges Perec, hein, un auteur français que vous devez connaître, et qui a écrit La disparition. C'est-à-dire qu'il a écrit tout un roman sans la lettre E. Hein, vous voyez, l'exercice, tout un roman sans la lettre E. Et ça, c'est la contrainte, et c'est typique de l'Oulipo, des pratiques de l'Oulipo. Donc de s'imposer une contrainte pour créer, en fait. Donc voilà, ça c'est une filiation. Là encore, je vous pousse jusque dans les années 60. Donc des incohérents à l'Oulipo. Voilà, ça c'est ma partie, on va dire, un peu potache, un peu comique, celle que j'aime aussi, qui fait partie de mon travail, dans une certaine mesure. Alors, là on va passer, il va y avoir une rupture. Hein, il va y avoir une petite rupture.
C'est-à-dire que pour le moment, je vous ai parlé, on va dire, des années 1850 jusqu'aux années 40-50. Et là, on va passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que ça va être l'après-guerre, de 45-50 à aujourd'hui. Durant l'après-guerre, c'est pareil. Il y a des mouvements qui se créent. Mais là, il va y avoir un basculement. C'est-à-dire on va passer de l'art européen, qui va être, on va dire, reconnu, etc. Et ça va plutôt aller du côté des États-Unis et puis s'internationaliser. Donc, grand mouvement de la peinture après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'abstraction lyrique américaine. Donc là, on a Pollock, hein, vous avez reconnu certainement. Alors là, on a du Georges Mathieu qui n'est pas très très bon. Bon, là, c'est des vieilles pièces de Kandinsky qui n'ont rien à voir. Non, ça, enfin, bref. C'est pas du Sam Francis, non, je suis pas sûr. Zhao Yuki, bon, ouais. Bon, voilà. En tout cas, c'est un mouvement parti d'Amérique. Abstraction lyrique. Alors, j'essaie de vous situer dans le temps et l'espace. Bon, je vais vite, évidemment. Hein. Autre, on va dire, moment important. C'est le moment important, c'est Clément Greenberg. Là, vous voyez, vous avez son nom. Et il y a un texte très, très intéressant qui va aussi créer un basculement et qui s'appelle Avant-garde and kitsch. Alors, vous l'avez en français, hein, je pense que vos professeurs pourraient le trouver. Et Clément Greenberg va défendre l'avant-garde contre le kitsch. Alors, il défend l'avant-garde contre le kitsch, et donc il va défendre l'expression, par exemple, l'expressionnisme américain contre des formes. Alors là, vous voyez, vous avez une petite image là, avec Marilyn Monroe, là, contre des formes, on va dire, d'art mineur, qu'on appelle kitsch. Alors le kitsch, c'est un mot allemand. Hein. Mais finalement, cette critique va être renversée et va servir quelque part au pop art. Hein, va servir au pop art, qu'on va arriver là. Hop. C'est-à-dire à un art populaire. Pop, c'est populaire. Et cet art populaire va se référer, évidemment, à une culture mineure. Hein, cette culture mineure qui serait, bah voilà, la bande dessinée, ou même des objets artisanaux, etc. Bref, qui n'ont pas, comment dire, dans leur forme, une destination, ne sont pas destinés à devenir du grand art. Hein, c'est toujours ça, le grand art, l'art mineur. Il y a toujours ce type d'opposition qui est en cours dans ces années-là, dans les années 60. Alors, il y a un mouvement très important qui naît aussi aux États-Unis, et en Angleterre d'ailleurs. Ce mouvement très important, et qui va aussi influencer d'ailleurs même ce grand philosophe qui s'appelle Michel Foucault. Bon, ça, je vous le dis ça comme ça, je passe ça comme ça, on ne sait jamais. Donc, Michel Foucault. Il y a... D'accord, d'accord. Bah, c'est avec les œuvres de Paul McCarthy. D'accord, bah, voilà. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah non, mais non, c'est pas moi, c'est pas vous, enfin, c'est pas moi non plus, d'ailleurs. Non, non, mais... Oui, les mouvements artistiques. Ah oui, c'est ça, voilà, pardon. Il y a un mouvement emblématique qui se met en place et qui va s'appeler les Cultural Studies. Et justement, c'est un mouvement universitaire, on va dire, par des chercheurs, des universitaires aux États-Unis. Et les Cultural Studies, c'est les études culturelles. Donc, ce sont des chercheurs qui vont justement s'intéresser aux cultures minoritaires, pour le coup. Hein. Et donc, ça va servir aussi, quelque part, le pop art. Hein. Vous voyez, en sous-main, comme ça, il va y avoir deux discours qui vont se croiser, finalement, entre la culture populaire représentée et puis la culture plus populaire, on va dire, pensée, réfléchie, articulée. Et les Cultural Studies vont évidemment engendrer le Gender Studies, donc les études sur le genre un peu plus tard. Okay, donc ça, c'est pareil, c'est juste, hop, je vous envoie un petit énoncé.
Alors évidemment, après, on a aussi, dans les années 60-70, le minimalisme. Alors là, on peut revoir une espèce de retour au grand art, hein, à l'abstraction, qui ne mange pas de pain d'ailleurs. Voilà. Et en même temps, parallèlement... Ah oui, je voulais vous parler de lui, mais je vais peut-être un peu... Parallèlement quand même, pour pas trop vous mélanger. Parallèlement, il y a le fluxus, c'est-à-dire on est dans la performance, l'édition de livres d'artistes, les œuvres éphémères, ce qu'on appelle le happening aussi. Donc il y a ces mouvements comme ça qui sont presque en opposition, en contradiction, mais qui finalement existent sur le même terrain de l'art. Alors, ici, on va passer à une question un peu plus sensible, donc ça va vous demander peut-être un petit peu plus d'attention. Je vais passer à Leo Castelli. Alors voilà, Leo Castelli, qui est le grand galeriste new-yorkais des années 60-70. Là, on le voit avec Andy Warhol, par exemple. Là, on le voit avec Dali. Et ce Leo Castelli, il est très intéressant, parce qu'il est aussi à une jonction. Une jonction qui est importante pour la manière dont se met en place la chaîne de montage de l'art. Hein. Quand je dis chaîne de montage, il faut penser aux usines, hein, et secteurs. Hein. Chacun a sa place pour créer une économie, hein, pour être dans une économie. Et donc Leo Castelli, grand galeriste new-yorkais, qui parlait parfaitement français d'ailleurs, a été interviewé, ou du moins il y a eu un documentaire de fait par Claude Berry, qui est un grand producteur, un grand cinéaste français, hein, qui a fait Les Misérables, etc., etc. Et Claude Berry, qui est d'ailleurs un collectionneur d'art contemporain, va faire un documentaire sur Leo Castelli. Et dans ce documentaire, Leo Castelli nous dit quelque chose d'assez important, au sens où il va observer un basculement concernant la valeur des œuvres d'art. Et ce basculement, c'est sur la base d'une anecdote où il dit, mais on avait Robert Rauschenberg et Jasper Jones aussi, deux artistes enfin aujourd'hui ultra reconnus, hein. Mais à l'époque, dans les années, c'était en 64-65, et il dit, c'est assez étrange, parce que Rauschenberg, en 4 mois, ou en 3 mois, ou en 6 mois, augmente sa cote, vend ses œuvres, mais il les vend en les multipliant par 4. Et ça s'était jamais vu sur le marché. Et donc, il y a tout à coup un basculement, au sens où il va y avoir deux marchés, hein, au sein du marché de l'art. Il y a un premier marché, alors il va y avoir depuis assez longtemps, hein, c'est-à-dire le premier marché, c'est le galeriste qui va vendre une œuvre au collectionneur. Ok, ça c'est le premier marché. Le second marché, c'est le collectionneur qui va vendre, qui va mettre aux enchères, dans une salle des ventes, les œuvres qu'il a achetées. Et à partir du moment où il met ses œuvres aux enchères, il y a possibilité de spéculation sur ces œuvres. Donc, premier marché, c'est les galeristes, hop, qui vendent les œuvres de la main à la main, on pourrait dire. Deuxième marché, ces salles de vente, ce sont les collectionneurs qui vendent leurs œuvres à d'autres collectionneurs et qui, finalement, peuvent produire des spéculations. Et Leo Castelli dit, en fait, il y a quelque part un changement d'autorité. C'est-à-dire qu'avant que les collectionneurs prennent les salles des ventes comme une salle de jeu, hein, pour spéculer sur les œuvres, pour leur donner de la valeur financière de plus en plus, selon tel ou tel artiste d'ailleurs, hein, parce qu'ils peuvent faire ou défaire les cotes, c'est-à-dire qu'ils peuvent réduire les cotes à zéro ou les augmenter. Leo Castelli nous dit, en fait, il y a un changement d'autorité, c'est-à-dire que l'autorité du marchand, de l'artiste, du critique d'art, etc., va plus être aussi importante. Maintenant, ça va être l'autorité des collectionneurs, au vu, évidemment, de la masse financière qui est déployée. Hein, vous avez vu les prix des œuvres d'art actuellement sur certains artistes, et c'est eux qui vont, dans une certaine mesure, prendre le contrôle de la visibilité, hein, des œuvres d'art dans le monde et sur le marché. Hein. Donc Leo Castelli, c'est un type assez important parce qu'il est assez cash là-dessus.
Et il y a ce documentaire que je vous conseille de voir, qui est un peu introuvable malheureusement. Et là, on sent qu'il y a un changement. C'est-à-dire que ce changement, en fait, je vous ai parlé des mouvements artistiques. Hein. Et là, il va y avoir un changement, c'est-à-dire que les mouvements artistiques ne vont plus avoir d'intérêt pour les collectionneurs. Ce qui va intéresser les collectionneurs, c'est les artistes individuels seuls. Parce que, en termes de spéculation, c'est plus pratique qu'un collectif, finalement. Hein. Et donc, on entre dans une forme de capitalisation de l'art. Hein. L'art devient, depuis longtemps, hein, d'ailleurs, c'est pas seulement maintenant, mais ça se renforce. Hein. Alors, c'est pas seulement maintenant, parce que ça commence déjà avec Rembrandt. Quand Rembrandt est un peu, alors là, pour le coup, lui aussi, excommunié de la communauté, on va dire protestante, hollandaise, etc., on va mettre en vente les œuvres de Rembrandt à un Rulden, hein, un florin, en salle des ventes, et ça se passe au XVIIe siècle. Hein, donc c'est pas nouveau, les salles de vente, etc. Hein, c'est clair. Mais là, il y a une espèce de renforcement. Hein. Et ce renforcement va aller aussi, je pense, avec un personnage très important qui s'appelle Harald Zeeman. Harald Zeeman, alors là c'est pareil, quand je vous parlais d'espace, de musées, ces musées sont pris en charge par des personnes qui les font vivre. Et ces personnes qui les font vivre, on les appelle des conservateurs de musées. Et d'ailleurs, dans ses premières interviews, c'est assez marrant parce qu'il se nomme en tant que conservateur, Harald Zeeman, quand il est encore à Berne, en fait. Harald Zeeman est donc suisse. Et Harald Zeeman va procéder à un changement dans la manière d'exposer ou de faire des expositions. C'est-à-dire qu'il va finalement passer du conservateur de musée à une position plus libérale. Il va devenir, alors vous avez peut-être entendu parler de ce mot, commissaire d'exposition. C'est lui qui va créer la notion, on va dire, de commissaire d'exposition ou de curator. Curator, c'est la version anglaise du commissaire d'exposition pour nous en français. Okay ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le terme curateur, j'aime toujours cette petite anecdote, il y a le mot cure, c'est-à-dire le mot soigner. Et donc, effectivement, les curateurs prennent en charge les œuvres et prennent en charge aussi les artistes. Donc, les artistes, c'est peut-être l'option hôpital psychiatrique, hein, le soin, ou alors le commissaire d'exposition. Là, c'est pareil. Là, c'est pas l'hôpital psychiatrique, là, c'est peut-être plutôt l'enfermement, la police. Vous voyez, c'est un petit jeu que je fais, évidemment, mais comment on va prendre en charge les œuvres d'art qui pourraient être trop subversives. Voilà, c'est une plaisanterie, mais il y a peut-être quelque chose de vrai aussi là-dedans, dans une espèce d'encadrement comme ça des œuvres. Et donc Harald Zeeman, lui, va quelque part opérer un mouvement plus libéral. Et finalement aussi, c'est intéressant parce que le conservateur de musée, c'était plutôt le mec ou la nana qui accompagnait les œuvres. Et là, lui, il va se positionner plutôt en tant qu'auteur aussi, en tant que commissaire d'exposition, mais qui est auteur des expositions. Donc, il va fabriquer de l'art aussi. Il va être dans la chaîne, dans le processus. Donc, Harald Zeeman, c'est quelqu'un d'assez important. Et il va, évidemment, comme tout, on va dire, créateur, novateur aussi, on peut l'appeler comme ça, partir d'une exposition inaugurale. Et d'ailleurs, cette exposition est dans le livre L'art de l'exposition que je vous ai présenté. Et cette exposition s'appelle Quand les attitudes deviennent formes. Et là, on est sur quoi? Parce que j'ai noté un truc là. Voilà, on serait plus sur et encore, alors c'est compliqué avec Harald Zeeman. Mais on est plus sur des formes éphémères, des formes pauvres. Ça se référerait plus à l'arte povera. L'arte povera, je vais vous en parler tout de suite. Et donc, il suit son époque aussi. Il suit l'époque. Alors, l'époque des années 60, comme vous l'avez peut-être appris en histoire, c'est une époque aussi, il y a des révolutions culturelles. Et notamment, il y a mai 68, il y a aussi le Summer of Love en 67 aux États-Unis. Il y a une contre-culture qui se met en place.
ou subculture. Subculture, voilà, c'est plus vers les études culturelles, hein, c'est aussi. Alors ça c'est marrant parce que votre sonnerie là d'établissement là, c'est assez drôle parce que c'est vraiment le titre de la chanson, c'est quand même Under Pressure, c'est-à-dire sous pression. À chaque sonnerie, on vous rappelle que vous êtes sous pression, quoi. C'est très drôle. Donc là, on est sur du. Alors c'est pas Queen, je crois que c'est David Bowie et Freddie Mercury. Ouais, c'est les deux. Hein. Ouais. Oui, c'est Queen. Ouais. Et donc là, on est. Alors je vous présente un peu les années 60, rapidement, là encore, très vite, hein, je fais vraiment du zapping, du survol. Le happening qui a été créé par Alan Capro. Donc le happening, c'est une forme d'art qui est très basée en fait sur un scénario, mais un scénario qui est pas du tout comme un scénario de cinéma où tout est bien précis, cadré, etc. Même au montage, tout est ou comme au théâtre. Non, c'est vraiment. J'avais lu d'ailleurs quelques textes d'Alan Capro. C'est vraiment des indications très simples. Et après, c'est aux personnes elles-mêmes d'envisager la manière dont ils vont pouvoir se déplacer dans l'espace, la manière dont ils vont pouvoir créer des actions. Alors le happening, c'est... comment on appelle ça, les réunions par téléphone où on se dit on va faire tous le même geste le flash mob. Voilà, le flash mob, c'est un héritier du happening, hein, clairement. Voilà. Alors le land art aussi, ça c'était aussi dans les années 60, c'est-à-dire là on veut quitter les galeries, on en a marre des musées, on va dans la nature, bon, mouvement contre-culture, un peu hippie aussi, hein, parce que là on peut voir que c'est un peu hippie quand même. Bon, il y a des choses plus monumentales, et le grand monument, on va dire, du land art, c'est la Spiral Jetty de Smithson. Par exemple. Et après, bon, voilà, il y a plein d'autres artistes qui ont sévi dans ce domaine, et ça dure encore d'ailleurs. Hein. Ça dure encore le land art. Donc c'était l'idée de sortir en fait, hein, sortir du musée et d'aller essayer de faire de l'art autrement, et là encore éphémère. Hein, c'est-à-dire ce sont des choses qui ne durent pas. Alors, je vous avais dit Arte Povera aussi, hein, avec Harald Zeman qui les a soutenus un petit peu, du moins certains artistes, comme, j'ai oublié son nom. Hein ? Alors, Anselmo, non, c'est pas Anselmo, c'est celui-là. Alors, attendez. Voilà, c'est lui, là. Je sais plus comment il s'appelle. Je l'avais vu... bon, enfin, peu importe. On va revenir... Arte Povera, donc là c'est plutôt l'Italie, hein, c'est un groupe italien, mouvement italien, et là on est toujours dans les mouvements d'artistes, hein. Quand je vous dis happening, land art, on est dans le mouvement, et c'est très riche dans les années 60, ça n'arrête pas, hein. Et donc Arte Povera, art pauvre, donc vous voyez les matériaux utilisés, hein, comment on fait de l'art avec presque des objets de récupération, hein. Cette pièce là elle est superbe. Mais je ne sais pas trop si elle fait partie de la... Je suis pas sûr. Alors parfois il y a des mélanges où il y a des pièces, on dit que ça fait partie de la Arte Povera, mais je n'ai pas souvenir. Enfin bref, peut-être moi qui me trompe aussi. Alors après je vous ai dit il y a Fluxus, là on est vraiment dans l'intervention. Il y a, par exemple à Blois, il y a un musée qui est consacré, c'est la collection de Ben. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Ben. Il y a un musée qui est où on retrouve les œuvres. Alors Ben, justement, a fait partie de Fluxus, hein, et on retrouve pas mal d'œuvres de ce mouvement, où il y avait beaucoup, en fait, énormément d'actions, d'éditions de livres d'artistes, des documents, de la production de documents, surtout. Donc quelque chose toujours autour de médiums, hein, qui sont susceptibles surtout de ne pas faire œuvre, hein, ou de disparaître, ou de ne pas être conservables. Et il y a évidemment ce grand mouvement qui a été inventé par Ed Ruscha,
avec son 26 Gasoline Station, ce grand mouvement qui est la création du livre d'artiste, hein, mais pas dans un sens assez spécifique. Alors il y a un livre de Anne Mauglin-Delcroix qui pourrait vous renseigner. D'ailleurs, ça peut être intéressant de l'acheter. Je vais faire un petit truc, Anne. Alors je ne sais plus si c'est ça, Mauglin-Delcroix, parce que c'est une vieille référence. Livre d'artiste. Est-ce que j'ai la collection? Je ne sais pas si j'ai la collection en revanche. Si. Ouais. Et donc voilà, ça c'est un livre inaugural concernant les livres d'artistes, donc des productions qui vont plutôt, qui sont avec peu de moyens, rapides, voire de la photocopie. Tous les fanzines, voilà, qu'on a des années 60, 70, 80, bon, ça part de ça. Hein, on fait ça en photocopieuse, on met une agrafe et puis paf, c'est parti, on diffuse. Bon, je crois que j'ai plus Internet. Bon, bah, c'est pas grave. Il y a aussi l'invention de la performance dans les années 60. Ça aussi, c'est très important. Alors attends, j'essaie de voir. Poum, belle public. Ok. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a aussi, alors c'est vrai que j'ai pas mis une image pour la performance, mais c'est pareil, livre d'artiste, invention de la performance, dont la danse contemporaine s'inspire aussi beaucoup actuellement. Et puis, on va dire le dernier mouvement, on va dire, enfin pour moi évidemment, qui va clore les mouvements de l'art moderne, c'est le mouvement de l'art conceptuel. Alors dans l'art conceptuel, on a le mouvement strict, au sens strict, c'est-à-dire le groupe de l'art conceptuel, c'est-à-dire avec Hubler, Weiner, Kossuth et Robert Barry. Donc ils étaient 4, ils se déclarent comme ça le groupe de l'art conceptuel, etc., etc. Mais en fait, il n'y a pas que... alors donc je vous ai mis une petite référence de Christian Schlatter, art conceptuel, forme conceptuelle, et vous verrez qu'il y en a vraiment beaucoup plus concernant cette pratique et ce mouvement. Donc vous voyez, dans les années 60, il y a beaucoup de mouvements, hein, qu'on a répertoriés plus ou moins après, qui sont déclarés, etc. Et je crois qu'il y a une fin. Alors il y a une fin et en même temps il y a des fins de comète. Et il y a des fakes de mouvements. Alors évidemment, il y a Marcel Brottard sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que c'est un artiste passionnant et qui lui va, dans la même époque, hein, 60-70, va se mettre à critiquer, comme le land art par exemple, mais lui plus de manière institutionnelle, va critiquer le musée, c'est-à-dire qu'il va inventer un musée dans un musée. Et donc là aussi, il y a encore cette idée de créer un espace, de créer une critique, et là la critique de Brotters, elle est assez radicale, et de créer des œuvres avec. Hein, vous voyez, ça vient aussi de là, mon inspiration, enfin ma manière peut-être de travailler. Enfin pas peut-être d'ailleurs. Alors je vous ai mis aussi quelques images de hippies, hein, pour vous parler de la contre-culture de cette époque, avec toutes les utopies qui vont avec. Et puis, un autre livre, parce qu'il y a la contre-culture, et là, il y a aussi... Alors, c'est marrant, parce que j'avais une image, mais là, j'ai plus d'image de couverture de livre. Ah, bon, ben, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez un commentaire. Un livre de Grégoire Chamaillou, qui s'intitule, alors qui est assez récent, pour le coup, et qui s'intitule « La société ingouvernable ». Et Grégoire Chamaillou revient sur cette époque, en disant bah, il y a une contre-culture, il y a des révolutions, il y a des émancipations, avec le féminisme notamment, hein, ça a été très fort, concernant l'éducation aussi, dont vous bénéficiez aujourd'hui. Donc il y a eu des mouvements très forts, révolutionnaires. Et il y a une certaine classe de la population hein, qui a pris peur, en fait, hein, c'est ce qu'explique un peu Grégoire Chamaillou, et qui a dit bon, bah voilà, il y a un moment donné, on arrête la fête, là, on arrête les conneries. Il faut remettre les gens au travail. Et donc, il y a une... alors, il y a
il y a eu ce que Michel Foucault d'ailleurs appelle une crise de la gouvernementalité, hein, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on va plus pouvoir gouverner la population, ça part dans tous les sens, il faut faire quelque chose. Et en fait, il y a dès 70, enfin Grégoire Chamaillou nous explique que dès 70, il y a ce qu'on appelle une contre-révolution, ce qu'ils appellent la révolution managériale. Donc c'est comment, petit à petit, on va finalement arriver à la fois à la mondialisation et à la fois à une manière de contrôler de plus en plus les personnes par des exercices ou du moins des manières de manager les gens en entreprise, comment les mettre au travail et comment faire en sorte que cette société dans laquelle nous vivons soit disciplinaire, soit de plus en plus disciplinaire. Donc il explique ça en s'appuyant évidemment sur des archives, hein, c'est l'idée, hein, c'est un scientifique. Voilà. Alors, société disciplinaire dit aussi Michel Foucault, et dit aussi un livre très important que je vous conseille de lire, puisque vous avez, je pense, l'âge, hein, même si vous êtes en terminale, c'est le genre de livre que vous pouvez lire, et qui s'appelle « Surveiller et punir ». Alors, je ne sais pas si Internet... surveiller et punir. Non, ça ne marche pas, ça ne marche toujours pas. Ouais, erreur, ouais, ça ne veut plus. C'est pas grave. Alors, Surveiller et punir, voilà, de Michel Foucault, hein, vous verrez bien, qui vous explique de quelle manière, en fait, le sujet va s'auto-discipliner, hein, petit à petit, avec des normes qui vont rentrer en ligne de compte, etc., etc. Bon, enfin bref. Alors, je vous ai mis aussi la crise pétrolière, parce que ça va avec. Alors, pourquoi je vous ai mis la crise pétrolière? Je m'en souviens même plus. Ah oui, tout marche ensemble, en fait, hein. Il y a une crise. Alors, comme la crise, là, comme la pandémie en ce moment, il y a une crise, donc on va resserrer les taux. Hein, on va faire en sorte que les choses ne vont plus économiquement. Donc, il y a une peur du lendemain. Donc, s'il y a une peur du lendemain, on va un peu couper les libertés un peu à droite à gauche, hein, on va recadrer. Donc la crise pétrolière, c'est un moment important de ce point de vue-là, dans cette démarche petit à petit, hein, où on va finalement passer d'une utopie, hein, de folle liberté, à un recadrage social, économique, etc. Alors ça, c'est une fin de comète, c'est le groupe IFP, mais c'est intéressant parce que le groupe IFP, c'est les années 80. Et je dirais que c'est un groupe, la fin de comète de l'art moderne, en termes de mouvement artistique. C'est un groupe parisien, français parisien. Et là, ce qui est assez drôle, c'est l'esthétique, on va dire l'esthétique bancaire. Hein, vous voyez, IFP, Énergie Nouvelle. Donc c'est très ironique, voire très très cynique, sur la façon de faire de l'art dans les années 80. Hein. Information, le groupe c'est information, fiction, publicité. Donc vous voyez, oui, une esthétique un peu lisse, un peu froide. IFP, fin de comète. Là, on est dans les années 80. En revanche, dans les années 80, là encore, on est toujours sur des... Le marché va reprendre du poil de la bête avec ce que je pourrais appeler des mouvements, des fake mouvements, hein, des faux mouvements. Presque des mouvements qui sont créés de toutes pièces. Mais qui sont créés de toutes pièces dans une certaine mesure pour le marché de l'art. C'est-à-dire que maintenant, hop, il n'y a plus de mouvement, mais on va en créer pour qu'il y ait de la circulation des œuvres. Donc il y en a un retour à la peinture avec le néo-expressionnisme. Et là, on a un mélange entre ce qu'on pourrait appeler l'avant-garde, la peinture d'avant-garde sérieuse, et puis le pop. Et on va mettre les deux ensemble, et ça va recréer une dynamique, on va dire, sur le marché de l'art. Parce que les années 80, il faut savoir qu'en termes de marché, ça a été une explosion. Hein. Ça a été vraiment une explosion en termes de vente, de record de prix, jusqu'à l'effondrement au début des années 90-95. Donc on a ce que j'appelle, moi, des fake mouvements, le néo-expressionnisme, la trans avant-garde italienne. Vous
voyez, tout ça, c'est de la peinture. Hein. C'est des trucs... la bad painting américaine, avec Basquiat notamment. Les nouveaux fauves chez les Allemands. Alors, chacun y va de chaque pays. Hein. Les nouveaux fauves avec les Allemands. Tout ça, c'est les années 80. Hein. La figuration libre. Et là, on est avec la Marche Vadel. Alors, c'est toujours accompagné de critiques, hein, tout ça. Hein. La Marche Vadel, c'est pareil, les années 80. Et puis, hop, la nouvelle figuration, enfin, qui commence un petit peu avant les années 80, qui participe un peu pour moi ou la figuration, ce qu'on appelle aussi la figuration narrative, pardon, et qui participe aussi du même mouvement. Et là, voilà, toutes les années 80, c'est reparti. Hein, le marché est florissant, ça vend dans tous les sens. Et ces mouvements sont encore là. Bon, ils sont créés. Alors j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, disons que c'est mon sentiment, peut-être un peu trop critique, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une construction, d'une mise en scène, on va dire d'une stratégie, voilà, plutôt d'une stratégie par rapport au marché. Alors que les mouvements précédents, il y avait peut-être l'idée de vraiment faire des révolutions sociales. Et c'est ça qui est important. Hein, pour moi, c'est une différence quand même qui est assez notable. Alors, dernier, on va dire aussi fin de comète avec Nicolas Bourriaud, qui va créer un mouvement qu'il appelle l'esthétique relationnelle. Et il essaie de revenir à une espèce de conscience politique des années 70, notamment avec Guattari comme support philosophique. Mais c'est trop tard. Tous les artistes déjà qui présentent se méfient. Ils appartiennent au mouvement, mais ils n'appartiennent pas vraiment au mouvement. Et puis, non seulement ils se méfient, mais ils sont complètement dans le marché. Hein, alors, je vous en présentais 3. Liam Gillick est vraiment dans le marché de l'art international. Philippe Parreno, pareil. Pierre Huyghe, pareil. Alors, Pierre Huyghe, il fait un très très bon travail. Ça ne veut pas dire que les artistes ne font pas de très bonnes pièces. Hein. Pierre Huyghe, c'est excellent. C'est un excellent artiste. Il faut vraiment découvrir son travail. C'est très fin, très chouette. Et là, je vous mets le World Trade Center, puisqu'on passe à une autre étape. Là, on va passer des années 90 aux années 2000. Et les années 2000, j'oppose d'une certaine manière, et d'ailleurs ce que tout le monde oppose dans les années 2020, même à la radio ce matin, c'était encore les États-Unis contre la Chine. Hein. Et ça va avoir une incidence sur l'art aussi. Ça va avoir aussi une incidence sur la production de l'art à une échelle internationale. C'est-à-dire que le World Trade Center, quelque part, c'est l'image des États-Unis qui s'effondre. Et la Chine, tout à coup, basculement, on va faire un capitalisme d'État, une dictature capitaliste, un truc comme ça. Hein. Et ça va très 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 bien marcher, finalement. Et ça va devenir la seconde puissance mondiale, là encore, actuellement. Et ça va avoir une influence sur le marché, au sens où, tout à coup, il va y avoir des collectionneurs chinois, richissimes, millionnaires, etc., qui vont investir dans l'art contemporain. Et alors là, ce que je vous montre, c'est un bilan de Art Price, que vous pouvez aller voir sur Internet. Les bilans sont consultables, donc c'est ce que j'ai fait. Alors là, je n'ai pas calculé sur le top 500, mais sur le top 100 des artistes. Et en fait, effectivement, sur le top 100 en 2018, les plus hauts cotés sont des artistes chinois, c'est un tiers. Un tiers d'artistes chinois dans le top 100 des artistes, on va dire, qui ont fait le meilleur des ventes dans l'année. Alors quand je dis le meilleur des ventes, c'est toujours en salle des ventes. D'ailleurs, c'est Christie's, c'est une salle des ventes, Sotheby's, salle des ventes, Drouot à Paris, salle des ventes, à Shanghai aussi, il y a des salles des ventes évidemment. Et donc on retrouve là, on se dit je vous parlais des Médicis, hein, et puis c'est le fait que les artistes
peuvent servir le pouvoir en termes de représentation. Bah là, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le soft power. Hein, c'est-à-dire que là, les artistes chinois, on investit une masse de thunes sur ces artistes, ils ont des supercotes, plus ils ont des supercotes, plus ils sont visibles, plus ils sont évidemment perçus par la population mondiale comme des artistes importants, mais ils ont une nationalité, ils sont chinois. Hein, comme les Américains, c'est pareil, hein, c'est le soft power américain, ils ont fait exactement la même chose. Hein, je ne dis pas que c'est... bon, il y aurait des histoires à raconter sur Pollock et la CIA, par exemple. Hein, les relations Pollock-CIA, bon, voilà, un montage comme ça aussi. Bon. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire, tiens, on revient à cette idée que l'artiste est aussi un représentant du pouvoir. Hein, c'est la danseuse, quelque part. On appelle ça comme ça. Hein, quand un homme politique a sa danseuse. Hein, c'est très 19e, en fait. Là, pourquoi je vous remets Basquiat ? Parce que Basquiat, c'est un des plus chers vendus au monde, en ce moment. Je vous mets Chen Weifei, qui est lui, c'est le quatrième en termes de vente, hein, en termes de prix. Alors, on peut voir quand même une petite facture à la fois hyper réaliste 19e. Hein, ça, c'est bon. On a aussi des Christopher Wool. Pareil, tout ça, tous les artistes que je vous montre, c'est vraiment le top en termes des ventes. C'est vraiment à l'international. Et on a Georges Condo aussi, qui se vend très très bien. Et tout ça, c'est de la peinture. Hein. Attention. Et d'ailleurs, sur les médiums, c'est assez intéressant. Les médiums, c'est quasi à 90% de la peinture, des peintres. Donc, tiens, il y aurait un choix de médium à faire. Ah oui, c'est la peinture très différente, mais c'est quand même des tableaux, quoi. Hein. C'est quand même de la peinture. Le support, le médium. Hein. Alors après, je voulais vous parler de la division du travail et de la chaîne économique de l'art, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une division, comme dans tous les secteurs, il y a une chaîne économique et une chaîne de montage. C'est-à-dire que l'artiste, petit à petit, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de mouvement. Il y a ce qu'on appelle des collectifs d'artistes. Mais en fait, les collectifs d'artistes, c'est comme des pépinières où ça va grouiller d'idées, où il va y avoir des inventions, des créations, et puis hop, il y en a un qui va sortir, pof, il va aller dans le marché, mais de manière très individuelle. Il ne va pas emmener son collectif. Hein, il va sortir du collectif et il ne va pas continuer son action collective. Et là, il va rentrer dans une chaîne. Et donc la chaîne, qui, comme toutes les chaînes économiques, où il y a des fonctions. Hein, il y a des fonctions pour chaque individu, il y a des rôles. Donc il y a le rôle du commissaire d'exposition, le rôle du critique d'art, le rôle, ça pourrait être de l'agent d'art, même du courtier d'art, il y a le rôle du commissaire-priseur, le rôle du directeur d'institution, le rôle du directeur de musée, même d'un hôte d'accueil qui va donner des tickets à l'entrée d'un musée, etc., etc. Donc il y a une chaîne où tout le monde a sa place. Et l'artiste, il a une place aussi. C'est-à-dire que lui, il est devenu quelque part un producteur, comme un ouvrier spécialisé, en règle générale de peinture. Et il fait des petits pains au chocolat. C'est ce que j'appelle. Il fait des petits pains au chocolat, comme ça, en série. Bon. Et voilà, je vous ai mis une petite chaîne de montage aussi pour rigoler, comme ça. Donc c'est une usine. Hein. On pourrait prendre la chaîne économique de l'art, la chaîne de montage, comme aussi une usine. Alors je vous parle de réalité un peu crue. Je ne vous parle pas des contenus des œuvres d'art, des grandes idées utopiques que les artistes peuvent mettre dans les œuvres d'art. Je vous parle d'une réalité, en fait, d'une forme de conditionnement, ou de conditions, pardon. Pas de conditionnement, mais de conditions pour que l'art existe en tant qu'économie, en tant que marché, pour que les musées existent, pour que vous ayez vous-même accès à l'art, mais vous y avez accès en fonction des visibilités, hein, de ce qui est visible. Et la visibilité, ça se paye. Et donc, plus un artiste sera coté, plus il aura d'argent, plus il sera visible. Je démonte un peu le truc, là, mais en fait, je ne le démonte pas parce que c'est tout à fait... Et donc, là, voilà, on voit, il y a un site qui s'appelle dailyartfair.com. Et là, si vous regardez, il n'y a que des artistes individuels.
ou des expos collectives, mais avec des artistes bien qui font. L'équipe, on va dire, des galeries, hein, qui participent aux expositions. Tac, tac, tac. Donc voilà. Bon, ça, ce site, je ne sais pas pourquoi je m'arrête d'ailleurs. Et après, j'ai tapé comme ça collectif d'artistes pour voir. Donc dans le collectif d'artistes, voilà, on retrouve finalement ce qui est considéré comme des arts mineurs, le street art. Alors, oui et non, parce que depuis effectivement les années 80-90, c'est assez marrant d'ailleurs, hein, parce qu'on voit les artistes de street art faire des graphes sur les murs, dans des usines désaffectées, etc. Et puis en fait, dès qu'ils entrent en galerie, hop, ils se font des belles toiles avec leur style art graphique et hop. Donc c'est plus le all over avec on va dire l'idée ou même l'idéologie du street art, hein, qui va derrière. C'est hop, on fait des objets marchandises. Et puis on les met dans une galerie et puis on les vend. Et donc il y a un mouvement, hein, il y a un marché pour le street art évidemment. Alors il y avait cette pièce aussi du collectif russe AES plus F. Ça, j'avais vu ça en fait à la FIAC. Donc il y a des collectifs. Hein, la FIAC, c'est une foire d'art contemporain, hein, à Paris. Et donc il y a des collectifs qui parviennent quand même à s'imposer sur le marché. Collectif russe. Donc, vous voyez, on ne parle plus d'ailleurs de mouvement artistique. Hein, on a changé de nom. On ne parle plus de mouvement artistique, on parle de collectif d'artistes. Qui n'est pas très... Voilà. Alors, on va passer vite sur une autre façon de voir les choses. Hugues Bazin a écrit sur le tiers-espace, le contre-espace, le tiers-paysage et le tiers-lieu. C'est-à-dire la manière dont les artistes vont créer des tiers-lieux, hein, pour créer des collectifs. Mais là, c'est des manifestations, on va dire, qui sont assez invisibles, hein, qui sont très locales, qui sont très engagées la plupart du temps dans un travail avec le département, la région, mais qui ne se développent pas à l'international ou sur le marché international. Hein. C'est une autre forme, en fait, d'action artistique sur le terrain. Et puis voilà la revue Laura, que je vais vous distribuer aussi tout à l'heure. Donc moi, je m'inscris un peu dans effectivement le volume installation, mais j'ai aussi une pratique, entre guillemets, de collectif. Alors un collectif qui est maintenant très réduit, mais on continue quand même à partager au sein d'une revue qui s'appelle la revue Laura, à partager avec d'autres camarades artistes, à les inviter, à venir s'exposer dans une certaine mesure dans une revue. Et donc c'est une manière d'avoir une action collective, hein, de faire un acte collectif. Alors après, c'est aussi ma manière de travailler, c'est-à-dire que je vous disais, voilà, espace, contexte, discours, œuvre. Voilà, moi je rédige pour mes expositions personnelles, pas collectives. Hein. Pour mes expositions personnelles, j'ai tendance à faire le clown. Et là, par exemple, c'est un dossier de presse littéraire et interdépartemental pour une exposition que j'avais fait, pour 2 expositions d'ailleurs, que j'avais fait en Bretagne. Mais normalement, ça, c'est pas à moi de m'en charger en tant qu'artiste. Hein. Normalement, il y a une personne qui va faire le dossier de presse, qui a une fonction très spécifique pour ça. Et donc, moi, ce qui m'amuse, c'est « Ah, maintenant, je vais faire le dossier de presse, je vais m'occuper de ce qui ne me regarde pas, en fait. Hein, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant, parfois. Vision des passions alcooliques, il y a un rapport avec la Bretagne ou... Alors, c'est possible, mais il y a surtout un rapport avec moi. Non, il y a Abstract Gouda, c'était peut-être un clin d'œil à la peinture hollandaise du XVIe siècle, bien entendu. Voilà. Donc après, voilà, je refais un dossier de presse classique avec les titres, un texte, évidemment, présentant les œuvres. On avait fait un menu aussi pour le vernissage, parce que quand même, c'était un menu, évidemment, à base d'alcool.
hein, plateau de fruits de bière, lieu jaune à la bière, son beurre blanc à la bière brune. Donc voilà, ça permet aussi d'inventer des trucs. Hein. Sorbet de la crique, vin à la source du Brancusi. Bon. Brancusi, pardon. Oui, parce que j'ai fait une sculpture en fait qui reprenait une œuvre de Brancusi, mais je l'ai en cubi. Voilà. Et donc même une interview. Alors non, c'est Michel. Mais alors c'est Michel Houellebecq qui pose une question, mais il y a aussi Preciado, il y a aussi Raymond Queneau qui pose des questions, même s'il est mort, et Knoulette, Kathleen Anna. Alors Kathleen Anna, c'est féministe rock des années 90. Je vous invite à écouter Bikini Kill. Bikini Kill, c'est facile à retenir. Hein, vous écouterez ce groupe-là, vous verrez. C'est plutôt pas mal. Judith Quintel aussi, évidemment, qui m'a invité, qui est directrice de l'école des Beaux-Arts de Quimper en ce moment. Et donc voilà, et puis après, évidemment, les œuvres qui sont exposées. Voilà, alors là, le Kangouroute, hein, tatouage un peu, bon, une œuvre un peu... Une œuvre un peu emblématique, celle-ci, donc assez compréhensible pour tous. Hein. Voilà, donc je m'occupe aussi de ce qui est à côté, hein, des œuvres d'art. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. Alors après, voilà. Alors là, on va passer. Bon, là, c'est la fin de cette présentation de ma petite histoire de l'art et de la manière dont un aperçu de la manière dont je peux travailler. Parce que finalement, la revue, c'est aussi, ça fait partie de mon travail, la revue Laura. Hein, c'est un truc, voilà, c'est pas juste. Alors moi, pour le coup, je sectorise pas trop, c'est un peu tout mélangé. Hein. Là, ça va toucher le sujet de cet après-midi et des 3 jours qui vont arriver, et qui concernent l'idée de volume sonore, mais de volume sonore dans les arts plastiques. Hein, voilà. Donc, et là, il y a une représentation. Alors, Jérôme Diacre était venu peut-être avec une des pièces pour vous le présenter. Je ne sais pas si vous étiez là ou pas. Et là, par exemple, c'est une onde. C'est une onde, c'est-à-dire c'est vraiment un enregistrement du mot parlé. Donc, j'ai enregistré le mot parlé. Et puis, il y a sur certains logiciels de son, enfin même sur la plupart, une représentation graphique du son, ok, avec les ondes comme ça. Vous voyez, je vous fais le geste. Et cette représentation graphique, en fait, je l'ai mise en volume. Et là, vous avez la représentation graphique du son, du mot parlé. Hein, donc il y a ça. Alors j'ai fait aussi un livre, une réinterprétation du Un coup de dé jamais n'abolira le hasard de Stéphane Mallarmé. Vous devez connaître Stéphane Mallarmé. Et donc, Stéphane Mallarmé qui a écrit un poème. C'est sa dernière œuvre. C'est une espèce d'œuvre totale où, en quelques pages, il pose énormément de questions sur l'espace, sur la question du son, sur la question du sens. Je sens que ça se... Mais il n'y en a plus pour longtemps. 5 minutes de concentration, après c'est bon. Hein. Donc un coup de dé, et voilà, je transforme le poème. Là, pareil, j'enregistre le poème. Et au lieu de mettre les phrases, je mets les ondes, hein, qui sont enregistrées. Donc ok, et puis voilà. Aussi dernier travail sur le son, mais là plus sur la question de la partition. Et là, vous avez, en fait, c'est une marche militaire de, je ne sais plus, non, c'est pas Schubert, si, ça doit être Schubert, je ne sais plus. Ouais, je m'inspire d'une marche militaire de Schubert, et puis je transforme les notes en petits pendus. Bon, voilà, c'est une interprétation qui peut aller assez bien avec la marche militaire, finalement. Donc, ce sont plutôt sur des associations d'idées, hein, ici. Hein. Voilà. Et puis bon, ça c'est une dernière pièce, mais je ne suis pas sûr de...
Voilà, je fais des pièces monumentales aussi. Voilà, ce genre de pièces, par exemple. Mais là, ça touche autre chose, c'est dans un autre contexte, c'est une autre expo, etc. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'il y a la possibilité de faire des œuvres un peu massives aussi en tant qu'artiste, c'est possible. Voilà. Et là, c'est plus la question autour du féminisme. Alors si peut-être vous remontrez cette pièce. Dernière chose, cette pièce s'appelle Le marteau des sorcières. Et Le marteau des sorcières, en fait, c'est un livre qui a été écrit au XVIe siècle, si je ne m'abuse, par deux grands débiles, et qui, en fait, décrivait la manière de reconnaître des femmes qui étaient des sorcières. Et donc ça a provoqué ce qu'on appelle la chasse aux sorcières pendant 2 siècles. C'est-à-dire qu'il y a eu un génocide des femmes pendant 2 siècles à cause d'un livre. Quand même, je dis ça. Et donc le marteau des sorcières, c'est une espèce d'hommage, justement, à ces femmes qu'on a considérées comme sorcières. Et c'est ce que j'appelle des contre-monuments. Hein, je fais des contre-monuments. Donc c'est un monument à ces femmes qu'on a condamnées, puisqu'il n'y a pas de monument pour les sorcières, finalement. Donc en voilà une tentative, du moins. Hein, voilà. Voilà. Ben, je vais finir là-dessus. Hein, c'est très bien. Ben, je vous remercie. Voilà.